Alors, j'ai le plaisir d'accueillir Pascal Parfait, qui est l'auteur du roman C'était mieux demain pour un monde gratuit. Bonjour Pascal. Bonjour Yann. Alors, en présentation de votre roman, on peut lire: Et si en 2060, absolument tous les services devenaient gratuits en contrepartie d'un temps dédié à un travail gratifiant? Ce roman explore ce monde réinventé en jouant d'une double temporalité, celle d'une famille en 2024 et celle d'une autre famille en 40 ans plus tard, interrogeant les fondements de la société que nous connaissons. Ce récit remet en question notre quotidien. Et si la gratuité était synonyme de qualité de vie? Alors, c'est à mon tour de vous poser la question, Pascal. Est-ce que la gratuité est synonyme de qualité de vie? Bien, Yann, déjà merci de m'avoir sollicité pour cette interview sur un sujet qui me tient à cœur depuis plus de 15 ans, hein, la gratuité, le monde gratuit. Et en fait, pourquoi je suis allé sur ce thème-là? Tout simplement parce que je pense que la gratuité, le monde gratuit, euh, aurait un effet de niveler en fait toutes les inégalités qu'on peut vivre au jour le jour. Il suffit de sortir de chez soi pour s'apercevoir que les gens sont en train de mendier à droite, à gauche. Les vols, enfin bon, bref, il y a quand même pas mal de choses. Et pour moi, c'est vrai qu'une des solutions, ce serait de rendre un monde, d'imaginer, hein, et de mettre en place un monde totalement gratuit. Alors attention, c'est pas parce que le monde est gratuit qu'on fait n'importe quoi. Il sera également, il y aura une législation, il y aura même des cadres à respecter, mais au moins on n'attendra pas, vous savez, le 30 du mois ou le 31 du mois pour avoir sa paye, pour pouvoir enfin aller faire les courses. C'est quand même, aujourd'hui, on a des personnes qui travaillent et qui n'arrivent même pas à boucler la fin de mois, qui le 10 du mois ne peuvent plus aller faire des courses. Enfin, ce genre de choses m'horripile et j'ai du mal. Donc c'est pour ça, j'ai imaginé mon monde gratuit pour faire en sorte que tout le monde puisse vivre de son travail. Et d'ailleurs, dans mon roman, ça ne s'appelle pas un travail, mais une contribution. On contribue. Il n'est pas question d'ailleurs d'alimenter la fainéantise, l'inactivité, bien au contraire, puisque quand on n'a pas cette notion d'argent, on pourra aller travailler et faire ce qu'on a envie de faire, en fait. Et avec passion. Et il n'y aurait même plus la notion d'heure. Je commence à 9 heures, je termine à 17 heures. Non, on fait un travail, on contribue et on est content de contribuer. Et à l'arrivée, je prends toujours l'exemple des agriculteurs qui aujourd'hui travaillent de 3 heures, 4 heures du matin à 22 heures, ne prennent pas de journée de vacances et n'arrivent même pas à vivre correctement de leur travail. C'est quand même pas normal aujourd'hui. À mon sens, c'est pas normal. Donc ces agriculteurs pourraient travailler, avoir l'amour de la terre, l'amour du produit qu'ils vont pouvoir non plus vendre, mais distribuer. Et en contrepartie, quand ils ont un problème sur leur tracteur, ils vont le mettre en réparation. Mais il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de notion d'argent. Il n'y a plus cette notion de fin de mois, payer les traites, les factures. Enfin, bref, c'est dans mon monde, totalement gratuit. Pouvez-vous nous présenter la trame de votre roman? Alors, sans en dévoiler, parce qu'il y a une petite intrigue dans le roman, parce que c'est une boucle. Euh, donc, on va vivre avec une famille en 2024. Euh, les personnages principaux sont Eric et Sylvie. Et puis, on va vivre également en 2060. On va se projeter en 2060 avec Marie et Peter et Michael, où là, eux sont vraiment dans une ville, dans un monde, et c'est aux États-Unis, totalement gratuit. Totalement gratuit. Alors, les deux personnages en 2060 travaillent dans l'immobilier, contribuent dans l'immobilier, et leur contribution à eux, c'est de loger des personnes euh, qui sont qui mutent, hein, qui bougent, parce qu'on a le droit de bouger dans un monde gratuit. Et donc, l'objectif, c'est de les loger. La seule contrainte qu'ils aient, ou qu'ils ont en 2060, c'est de loger à bon escient. C'est-à-dire qu'on ne va pas loger une famille de deux personnes dans 300 mètres carrés. Ça n'existe pas. On va les loger dans 80 mètres carrés, par exemple. Euh, et puis, le livre est construit de telle façon qu'on revient souvent en 2024, 2060, 2024, 2060. Et en fait, j'ai essayé de faire des parallèles, en fait, des contraintes de 2024 solutionnées par la vie de 2060, par exemple. Voilà. Euh,
je ne voudrais pas dévoiler le livre, mais c'est comme ça que je l'ai construit. Et puis, il y a une fin, il y a un début, une fin. Euh, le début du livre, les 2 premières pages m'ont valu d'être classé, et je mets en garde le lecteur, m'ont valu d'être classé à la FNAC en catégorie horreur, fiction horreur. Je leur ai dit, mais vous n'avez lu que les 2 premières pages. Et en fait, bon, je me suis un petit peu accroché avec le gars de la FNAC et il est en train de lire le livre pour le mettre sur les étals, comme a pu le faire Cultura, le mettre sur les étals. Et, voilà. Donc la trame, c'est 2024, une famille en 2024, une vie en 2060. Et les contraintes de 2024 sont contrées par les avantages de la vie gratuite en 2060. En gros, c'est ça. Et donc, vous prévoyez une trilogie, hein. Donc là, le premier tome est sorti en 2025, hein. Vous prévoyez deux autres tomes, hein. Tout à fait. Donc le premier, donc C'était mieux demain, est sorti le 18 février. Donc, il a à peine 2 mois d'existence. Et le deuxième verra le jour, il est quasiment finalisé, mais il verra le jour, je pense, en fin d'année. Euh, c'est la suite logique de. D'ailleurs, tous les lecteurs, quand vous allez voir les avis des lecteurs, tous les lecteurs mettent à la fin vivement le tome 2, parce qu'il y a une petite énigme, en fait, il y a une attente. Il y a une attente. D'accord, c'est-à-dire que vous allez imaginer la transition de 2025 jusqu'à 2060, en quelque sorte, et le passage à une société sans argent à travers les différents tomes. Ça, ça c'est l'imagination de Yann. Ce qui est bien, en fait, dans mon roman, c'est que à la fin du roman, c'est libre imagination. On s'imagine plein de choses. Et je pense que je vais emmener le lecteur dans toute autre chose. Mais c'est bien, c'est bien. J'aime bien la réflexion, c'est bien. Alors, depuis quand réfléchissez-vous à un monde sans argent, Pascal? Une bonne quinzaine d'années. Aujourd'hui, j'ai 58 ans, à l'aube de mes 40 ans même, ouais, on peut dire. Euh, où là, j'ai pris une conscience. Je n'ai jamais manqué de rien. J'ai un travail aujourd'hui qui fonctionne bien. En revanche, autour de moi, mais ce n'est pas la peine d'aller à 200 km, hein, dans son entourage familial et amical, hein. Je m'aperçois que les gens souffrent énormément et c'est vrai que ça m'a un peu. J'avais pas de solution immédiate. Après, je pense que c'était latent en moi. Ce monde gratuit, c'était latent. Et puis, au fur et à mesure de ce qu'on peut voir, des événements, des choses qui me. Comment on peut faire pour tuer. Comment on peut tuer un enfant de 14 ans en lui volant son téléphone? Voilà. Pourquoi on tue quelqu'un pour un téléphone? Enfin, aujourd'hui, on devient fou, quoi, hein. Les gens deviennent fous. Et c'est bien l'appât du gain ou c'est bien cet aspect argent. Je ne peux pas me payer un téléphone. Moi, j'ai un téléphone. Alors, je n'ai pas le dernier iPhone sans faire de pub, hein. Ça ne m'intéresse pas. J'en ai un qui a 6 ans, 7 ans, qui souffre, parce qu'à chaque fois, je suis obligé de remettre de le réactualiser. Il souffre. À un moment donné, je vais le changer, mais pour moi, un téléphone, ça reste un téléphone. Une voiture, c'est une voiture. Téléphone, c'est une voiture. PC, c'est bien aujourd'hui parce qu'on peut communiquer à distance. On peut y travailler dessus. Mais voilà, enfin, moi, ce qui m'intéresse plutôt, c'est j'ai 4 enfants, c'est qu'ils soient heureux dans la vie. Et je les ai accueillis ce week-end à la maison. On a fait un petit barbecue, on a échangé, on a rigolé. Il n'y avait pas de portable, il n'y avait pas de télé, il n'y avait pas de numérique. Et on a joué dehors, on a fait des jeux de société. Et voilà, on s'est retrouvés. Et ça, c'est. Et mes enfants sont exactement dans le, dans le même état d'esprit. D'accord. Et vont inculquer à mes petits-enfants, parce que j'ai mes petits-enfants également qui étaient là. Alors, un monde sans argent éliminerait la pauvreté, les injustices, la corruption, les guerres, un grand nombre de problèmes environnementaux. Quels sont les facteurs qui vous touchent le plus personnellement? Alors, l'inégalité, ça a toujours été mon leitmotiv. L'inégalité qui provoque justement les vols, les carjacking, les homejacking. Comment on peut agresser une personne âgée dans la rue pour lui voler son collier, son bracelet. Ça devient, comme je le disais tout à l'heure, moi je combats ce genre d'attitude. Euh, je pense que moi, pour moi, mon leitmotiv, ce sont les inégalités. S'il n'y a plus d'inégalités, si tout le monde peut avoir les envies de chacun sont différentes. Enfin, on m'a dit, parce qu'à la lecture de mon livre, ça a créé pas mal de discussions. C'était le but, c'était de la réflexion. On m'a dit, oui, mais dans ton monde, tout le monde va avoir une Porsche. Tout le monde va avoir une grosse maison avec piscine. Tout le monde veut.
Et je dis, moi, je ne veux pas de Porsche, ça ne m'intéresse pas. Moi, je ne veux pas une grosse maison, parce qu'il faut l'entretenir. La piscine, peut-être, mais ce n'est pas indispensable. Mais voilà, c'est la course à je veux, je veux, je veux. Voilà, c'est une économie capitaliste. Les biens, les biens, les biens. La plus belle maison. Ah, toi, tu as une voiture, je vais acheter la plus grosse voiture que toi. Enfin, voilà, mais ça, c'est parce que dès le départ, quand on est en cours préparatoire, je dis bien en cours préparatoire, on vous met sur un banc, en école, et il faut être le premier, il faut être le meilleur. Par contre, le premier, on va le féliciter, mais on ne va pas lui demander est-ce que tu as bien assimilé ce que tu as appris? Ok, tu as des facilités par rapport à ton copain, mais est-ce que tu es capable de me dire ce que tu as compris? Moi, j'avais mes parents, quand je rentrais de l'école, ils me demandaient systématiquement de revoir les cours que j'avais vus dans la journée et on me posait des questions sur ma compréhension. C'est ça, en fait, qui est important, la compréhension. J'étais très mauvais en mathématiques, donc on essayait de m'expliquer. J'étais très bon dans d'autres matières, mais c'était la compréhension. Est-ce que tu as compris? Est-ce que c'est les fameux acquis? Voilà. Et ce que je trouve un peu anormal au niveau de l'école, c'est que les acquis aujourd'hui, c'est tu es bon en histoire géo parce que tu as appris par cœur ton cours. Mais est-ce que tu sais le placer dans le temps? Est-ce que tu sais la géopolitique, c'est super intéressant, la géopolitique. Savoir comment un pays s'est construit, son histoire. On a une belle histoire de France quand même, hein. Enfin, je trouve qu'on la néglige à l'école. On a une très belle histoire de France. Avant de s'intéresser à l'histoire des États-Unis, on peut s'intéresser à l'histoire de France qui est très très riche. Voilà, la compréhension. Euh, donc il faudrait, mais j'en parle dans mon bouquin, hein, comment réorganiser l'école, par exemple. Comment on réorganiser l'école. Moi, dans mon livre, pourquoi on attendrait la fin de l'année pour passer à la classe supérieure si j'ai un élève, un enfant qui a tout appris, qui comprend très très vite, pourquoi lui faire perdre de temps? On a bien des jeunes qui, à l'âge de 12, 13, 14, 15 ans, passent leur bac, voire des diplômes supérieurs. Pourquoi? Parce qu'ils ont acquis plus rapidement. Offrons à ces jeunes-là la possibilité d'évoluer. Là, on est dans un carcan calendrier. Donc, la journée fait 24 heures, les mois, c'est 30 jours, une année, c'est 12 mois. Et on n'en démord pas, avec des vacances et morcelé. Moi, c'est un cadre trop hermétique pour moi. Alors, imaginons qu'on passe maintenant dans une société sans argent. Comment s'organise la politique commune? Est-ce qu'il y aurait encore des présidents ou plus du tout? Toutes les décisions seraient faites à partir de référendums au niveau local. Comment vous imaginez la politique de la cité? Alors, je l'imagine. Alors, au départ, la transition sera compliquée, parce qu'on parle d'une économie libérale à une économie qui n'est pas encore, que personne ne connaît et que personne n'a appréhendé et que personne, je pense que beaucoup de gens n'aimeraient pas aller vers cette économie-là, parce qu'on a peur de l'inconnu. On a la résistance au changement, c'est assez humain, hein, la résistance au changement. L'adaptabilité, comment s'adapter. Quand on change un travail, on est obligé de s'adapter. Et on s'aperçoit que certaines personnes ont des difficultés à s'adapter à un nouveau travail, à des nouveaux collègues, à une nouvelle façon de travailler, à un nouveau rythme. Donc moi, la transition, elle s'explique dans le tome 2. Elle est compliquée parce que, encore une fois, il y a des frottements, il y a des réactions, il y a des gens qui ne sont pas contents de perdre leurs privilèges. Mais pour moi, on arrête de penser. euh, c'est compliqué parce que penser à un monde sans argent, c'est faire abstraction de tout ce que l'on connaît depuis notre naissance. Donc c'est quand même, faut faire preuve d'imagination. Comme je dis à mes amis, euh, est-ce que vous vous êtes posé la question, en regardant la guerre des étoiles, comment le monde a pu muter sur ce monde-là de la guerre des étoiles? Personne. On a accepté, on se dit, ah, c'est bien, on prend les infos, on prend les images et puis on passe un bon moment. Mais comment on est passé à ça? Donc moi, ce que j'ai imaginé, c'est une transition très, très, très difficile. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on discute, moi je fais partie d'une résidence de 100 maisons. Donc on organise notre vie autour de 100 maisons, qui se trouvent dans un village de 7000 habitants, qui se trouve dans une région, dans une agglo de 200 000 habitants, qui se trouve dans une région et qui se trouve dans... Donc en fait, on a tendance à réagir par rapport à notre petite vie. Et là, ce que je veux dans mon monde sans argent, c'est qu'il y ait une mondialisation de la pensée. C'est compliqué, hein. C'est compliqué, hein. Qu'un Chinois pense comme un Américain, surtout en ce moment, comme un Européen, comme un Orient. Enfin, bref, c'est compliqué. Mais pour moi, la décision, elle est mondiale et on redonne la parole au peuple. C'est important. Alors, pas sur toutes les décisions, parce que ce serait
mon monde est utopique, mais il y a un petit peu de dystopie aussi, hein, quand même, hein. C'est-à-dire qu'on est obligé de diriger un petit peu et d'imposer certaines choses. Mais les gens qui auront voté ce monde gratuit, ce monde sans argent, auront accepté cette règle du jeu. Et donc, il y a des choses qui sont imposées. D'accord? Tout à l'heure, on parlait du travail ou de la contribution. On serait obligé de contribuer. Il n'y a pas de feignant, on est obligé de contribuer, hein. Il faut continuer, il faut que l'économie tourne, donc il faut continuer à contribuer. Comme aujourd'hui, enfin, moi je travaille, ce matin je me suis levé pour travailler et j'adore mon métier, donc je continuerai à travailler, sauf qu'à la fin, il n'y a pas de salaire, il n'y a pas de revenus, mais c'est pas grave puisque je vais aller faire le plein de ma voiture, je n'ai pas besoin de payer, vous voyez. Et puis moi ce que je trouve extraordinaire dans ce monde-là, c'est la recherche et développement qui pourrait se faire sans aucun frein, sans aucun frein. Je prends toujours l'exemple de la médecine. Aujourd'hui, moi j'ai un beau-frère qui travaille dans la biologie, ingénieur en biologie. Aujourd'hui, il me dit, mais Pascal, moi je suis freiné. Dans ton monde, je m'éclaterais. Moi, je suis freiné par les budgets. On n'a plus de budget. Voilà, on n'a plus de budget. Si demain, on nous met des moyens humains, matériels et autres, mais on pourrait développer à outrance la médecine, la chirurgie, enfin, tout ce genre de choses. Alors, imaginons qu'on passe dans une société sans argent, comment s'organiserait le logement, hein? Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui vivent dans de très grands logements luxueux, d'autres personnes qui vivent dans des petits logements. Donc, comment vous imaginez l'accès au logement dans cette société sans argent? Alors, ce qu'on appelle le parcours logement, il va pas muter du jour au lendemain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes dans un logement, moi je suis dans un logement. Ça ne change rien. Bon. Après, il y a des mal logés. Donc, il va falloir les loger, il va falloir construire. Il va falloir construire de nouveaux logements euh, avec une qualité de construction. Ne pas oublier, moi, c'est un peu mon leitmotiv, je suis dans l'immobilier, sur l'écologie et sur des bâtiments à énergie positive. On essaie de construire des bâtiments qui vont produire plus d'énergie qu'ils vont consommer. Euh, la première crise pétrolière, c'est une base, hein. On était en consommation d'énergie, c'est une base, 200, bon, c'était 200 kilowatts. 200, il y a une norme de mesure. Aujourd'hui, on tend vers le zéro. Donc, entre 200 et zéro, il y a eu quand même un gros progrès. C'est-à-dire que le bâtiment, on équilibre en fait l'énergie positive, l'énergie négative. Et maintenant, on essaye d'aller dans l'énergie positive, c'est-à-dire un bâtiment qui va produire davantage qu'il ne consomme. Ça, c'est extraordinaire. Donc, tout en conservant cet état d'esprit-là, on construit des logements, on relonge les personnes. Alors, les gens qui ont des grandes maisons, on leur laisse, hein. C'est à eux, ils l'ont acheté, on leur laisse, il n'y a pas de souci. En revanche, on essaye de rééquilibrer et de monter en gamme les personnes qui vivent dans des logements un petit peu. Quand je vois que des familles de 6 ou 7 personnes dans deux pièces, ça, c'est pas normal. Première inégalité, donc on les met dans un 4 pièces, chacun sa chambre, on construit des logements euh, moins énergivores et on les loge. Alors la transition, elle se fera sur des années, hein, mais voilà, moi, c'est comme ça que je le vois. Alors, c'est mon côté utopique, hein, je ne mets pas beaucoup de freins. Je ne mets pas beaucoup de freins à mon roman et à mes idées parce que c'est un roman. C'est pas, j'essaie pas de révolutionner le monde. C'est un roman et je me permets et j'imagine ce que j'ai envie d'imaginer. Donc tout ce qui est barrière, j'essaye de les oublier et de travailler que sur du positif. Donc le logement, parcours du logement, eh ben, ça va se faire progressivement pour que tout le monde soit logé et que tout le monde soit à la même enseigne. Voilà. Un toit, de l'eau, de l'électricité. Alors, comment s'organiserait la contribution au collectif, donc le travail en quelque sorte dans cette société sans argent? Comment vous voyez le temps de travail hebdomadaire? Comment il s'organise la contribution? La contribution, c'est il faut produire pour que toutes les personnes puissent avoir ce dont ils ont besoin. Donc, il n'y a plus de notion de d'heure. Il n'y a plus de notion d'heure. Euh, je n'ai pas besoin de rester jusqu'à 21 heures au bureau pour dire à mon patron que je suis là. D'accord. Si j'ai fini mon travail, je m'en vais. Et je peux être multitâche. C'est-à-dire que je peux très bien contribuer à mon travail, faire mon travail normal. J'ai fait mon boulot, j'ai terminé ma journée. Puis je vais voir le voisin et puis chez lui, je fais quelque chose. Mais vous voyez, c'est plus cette notion de carcan, 9 heures, métro, boulot, dodo. C'est plus du tout ça. Je contribue. Le travail que je fais aujourd'hui, ben, je le ferai.
J'en ferai peut-être même un petit peu plus, puisqu'en fait, c'est compliqué. J'avoue que ce livre, c'est la résultante de peut-être une vingtaine, trentaine de repas avec des amis euh, et d'échanges. Et je me suis aperçu que certains étaient complètement hermétiques, donc on arrêtait la discussion, et d'autres étaient très curieux de savoir et donc alimentaient et m'ont alimenté mon livre. D'accord. Euh, Quand on m'a traité de communiste, on m'a traité de tous les noms, bref, c'est vrai que ça change. Mais la plus grosse difficulté, et c'est pour ça que c'est une utopie, et pour sortir de cette utopie, il faut vraiment sortir de son quotidien. La plus grande difficulté, c'est de sortir de son quotidien et d'imaginer quelque chose d'autre. Donc, le travail en fait partie, la contribution en fait partie. Quand je dis je n'ai plus besoin de voiture, il me faut des navettes, et bon, bah, ces navettes, elles sont entretenues par des gens qui sont passionnés par la mécanique. Les agriculteurs travaillent dans leur champ. Pour moi, les agriculteurs, ce sont des gens passionnés qui ont transmis leur passion de père en fils, et, mais qui aujourd'hui, pourquoi les fistons ont de temps en temps, même souvent, plus envie de reprendre l'exploitation des parents? Parce qu'ils voient bien la galère que c'est. On ne vit pas de l'agriculture, on ne vit pas de son métier. En revanche, s'il n'y a pas cette contrainte-là, s'il n'y a pas ben, ça va se perdurer tout ça. Combien de fois les médecins, les fils de médecins sont devenus médecins? Euh, Un fils d'agriculteur devient agriculteur. Comment s'organiserait la production alimentaire? Donc, on peut penser que tout sera biologique dans une société sans argent, hein, il y aurait un respect de la nature. Et comment s'organise l'accès à la nourriture, à l'alimentation pour les gens? Alors, je suis très catégorique sur ce sujet-là. On produit à un endroit et on consomme au même endroit. C'est-à-dire qu'on ne va pas chercher, comme nous oblige cette politique agricole commune, hein, on ne va pas aller chercher de la viande en Australie, impact CO2 catastrophique, et puis voir que certains agriculteurs, les tomates par exemple, sont jetées parce que, bon, bref, pas de gâchis. Donc on produit à un endroit et on consomme à un endroit. Ça, c'est le leitmotiv. Et on donne les moyens à chacun de pouvoir avoir sa production. Donc, ce n'est pas de la réindustrialisation, mais on doit pouvoir, dans chaque département, être capable d'avoir son agriculture, sa production de viande, sa production. Et on évite tous ces impacts CO2 et tous ces transports qui ne servent strictement à rien. Je vois des échanges. Euh, L'exemple le plus flagrant, je vais au restaurant à La Rochelle, chez un gars qui fait du poisson. Je lui dis, mais vous avez de la chance parce que votre poisson, il est frais. Il vient du port de La Rochelle. Et il me dit, détrompez-vous. Il part à Rungis et il revient chez moi. C'est aberrant. Enfin, excusez-moi, mais c'est aberrant. Moi, ma grand-mère, qui habitait en Normandie, on allait au pied du chalutier et on achetait du poisson frais. Et on l'emmenait. Donc, c'était production, consommation, direct. Voilà. Il n'y a pas de transformation, il n'y a pas de. Voilà, direct. Quand j'entends ça, non, ça part à Rungis et ça revient. Voilà. Donc moi, dans la production et dans la distribution de l'aliment, c'est ça. Ben, après, il y a toujours les grandes surfaces. Ça, on ne change rien. Sauf que ben, les gens qui vont approvisionner les rayons ne seront pas payés, ils contribueront. Voilà. Mais à la fin de la journée, quand ils iront faire leurs courses, ils ont besoin de sortir le chéquier, il n'y en a plus. Ni la carte bleue, il n'y en a plus. Donc tout le monde travaille. Le but, franchement, c'est que tout le monde soit allez, un petit monde de bisounours, tout le monde soit heureux et que on contribue pour que ça fait très vieille France, hein, mais on contribue pour que son prochain soit heureux. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que les gens avec qui je suis, les gens qui m'entourent, soient heureux. Alors, je ne peux pas faire grand-chose au quotidien, sauf quand ils sont chez moi ou quand voilà, j'essaye de véhiculer des choses positives. Donc, l'alimentation, la distribution, ça, on ne change rien, sauf que on essaye de prioriser la proximité. Voilà, ça, c'est important. C'est-à-dire l'autonomie des départements au niveau du département ou de la région, on va dire, hein, en quelque sorte. Voilà, ouais, tout à fait. Alors, comment s'organiserait l'éducation dans cette société sans argent pour les jeunes? Alors, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la compréhension, l'apprentissage et la compréhension. On a notre ministre de l'Éducation nationale qui, lorsqu'elle a pris son poste, a dit: je n'y connais pas grand-chose. Déjà, ça n'envoie pas un super message.
Et la semaine dernière, annonce qu'il va falloir orienter les enfants à partir de la maternelle. C'est-à-dire qu'à partir de la maternelle, on va demander aux enfants ce qu'ils aimeraient faire plus tard. Là, elle s'est rendue compte de la bêtise, elle a fait machine arrière. Mais moi, je vais dans le sens où tout le monde, on a tous des aptitudes. On a tous des aptitudes. Manuelles, intellectuelles, on a tous des aptitudes. Il faut déceler ces aptitudes et orienter l'élève, l'enfant, en fonction de ses aptitudes. D'accord? Moi, on m'a fait faire, j'étais nul en maths, mais on m'a fait faire des maths jusqu'à la première. J'en pouvais plus, quoi. Enfin, faites-moi faire de l'anglais, de l'histoire, du français, j'adorais ça, j'ai écrit. J'aimais la politique, j'aimais l'économie, j'aimais tout ça. Les mathématiques, je n'aimais pas du tout. Mais on est dans une société où la norme, c'est la mathématique. C'est-à-dire, si tu as la logique mathématique, tu vas très loin. Bon, ok, mais à quoi ça sert, quoi? Si tout le monde est matheux, on n'a que des matheux. Et on a une France qui aujourd'hui est bachelière. Ok, on a beaucoup de bacheliers, avec un niveau qui est très faible. Et derrière, on n'a plus d'industrie, on n'a plus de manuel. En gros, c'est ça. Donc, déceler dès l'enfance, tout petit, des aptitudes. J'ai un ami tout petit, à 4 ans, 5 ans, qui a créé des réseaux électriques, qui travaillait dans l'électricité. Il prenait une pile, il alimentait sa petite voiture parce qu'il avait. Enfin, voilà, il y a des aptitudes. Donc, ça, faut les développer, les déceler plutôt, et puis les faire avancer. Et puis arrêter de se dire il faut le bac, il faut un diplôme, non, il faut avoir de la compréhension et avoir appris des choses dans un domaine qui plaît. Et je pense que on fera des vrais professionnels et des spécialistes de leur métier. Euh, Pas des gens qui sont allés par défaut sur un métier. Alors, comment s'organiserait le domaine de la santé? On peut penser qu'on sortirait évidemment des lobbies pharmaceutiques. Ça laisserait un grand champ à l'innovation, hein, une société sans argent. Donc, comment vous concevez le domaine de la santé et des transports aussi? Alors, je vais prendre la santé. Euh, Plus de problèmes budgétaires, donc développement à outrance. D'accord. Éradication de tout ce qui est des grandes maladies, cancers et autres. Il faut trouver le moyen d'éradiquer toutes ces maladies. Ça ne devrait plus exister. Donc, recherche et développement à outrance. Ça, c'est, on a des biologistes, on a des ingénieurs en France, et on en aura encore. Euh, donc, trouver les moyens enfin les moyens entre guillemets, de mettre en place une, une stratégie au niveau de la médecine qui permettrait à tout le monde d'être soigné, parce qu'aujourd'hui, il y en a qui ne sont pas soignés par manque de moyens, et ça, on se croirait un peu aux États-Unis. On nous dit qu'on va dérembourser maintenant les lunettes, les appareils auditifs. Enfin, c'est un peu la peau de chagrin, quoi, au niveau tout ce que nous avions d'avantageux et de sympa en France, on est en train de tout réduire et on va devenir les parents pauvres de l'Europe, hein. Bon. Donc moi, on développe à outrance pour combattre toutes ces grandes maladies, y compris, les maladies dégénératives, mentales, comme Alzheimer et autres, pour que tout le monde ait son esprit du premier jour jusqu'au dernier jour. Alors, dans mon bouquin, enfin, je ne veux pas dévoiler le tome 3, mais on fait quelque chose dès la naissance pour permettre, pour éviter en fait d'avoir des gens mauvais, entre guillemets. Voilà. Ça se fait déjà en Chine, hein. En Chine, vous passez une échographie, et si malheureusement on décèle quelque chose, on n'a pas le droit d'aller plus loin. C'est de la sélection génétique, ça s'appelle. Dans mon bouquin, j'aborde un petit peu ça aussi, mais ce n'est pas 100%. Donc, pour répondre à la question, développement à outrance, recherche et développement. Alors, comment s'organiseraient les transports? Donc, les gens auraient toujours une voiture, alors ils loueraient leur voiture. Comment ça se passerait? Alors, louer, non, parce qu'il n'y a plus d'argent. Quand on parle de location, c'est qu'il y a un échange entre un bien et de l'argent. Moi, j'éradique, j'enlève toutes les voitures. Il n'y a plus de voitures, plus de camions, plus de bus. Il n'y a plus de circulation autonome dans le sens où il y aura plus la propriété d'un véhicule, que ce soit en location ou à l'achat. En revanche, je mets en place un système de navette via un téléphone iPhone connecté. On commande une navette pour aller d'un point A à un point B. Avec l'intelligence artificielle, on a une gestion très pointue. Quand la navette est à un point B,
elle prend d'autres personnes pour aller à un autre endroit, et on circule comme ça. Donc, on va éviter d'avoir des voitures stationnées dans les rues sur des poches de parking, ce qu'on appelle les voitures ventouses, hein, qui restent là pendant une semaine avec de l'essence, bref, et qui polluent. Et on retire toutes ces places de parking et on revégétalise tout ça, alors qu'on redonne la nature à la nature. On parlait tout à l'heure de l'empreinte CO2. Je vous rappelle que la captation de CO2 se fait via nos arbres et pas via nos voitures qui sont stationnées sur des places de parking. Donc un système de navettes, et ces navettes sont en dehors des villes quand elles ont terminé. Je prends l'exemple toujours de la tondeuse à gazon, vous savez, qui est programmée, donc qui sort de son boîtier, là, qui va tondre et qui revient. C'est la même chose. La voiture, elle revient, c'est autonome, il n'y a pas de conducteur, elle revient, et là, on a un parc de navettes qui est entretenu par des passionnés qui nettoient. Et donc, quand la navette s'en va, elle est nickel, il n'y a aucun souci. Et on fait la même chose sur des navettes un petit peu plus importantes pour les transports en commun. On a un système, dans mon livre, on a un système c'est comme un métro, je veux dire un métro, mais avec une autre technologie souterraine, avec des engins qui vont à 400 ou 500 km/h, qui permettent de traverser la France très rapidement. Voilà, rendre la nature à la nature. Et on n'a plus de propriété, alors on est sur une énergie décarbonée, bien sûr. On n'est plus sur de l'essence, on peut être sur de l'hydraulique, il y a d'autres énergies à développer qui ne sont pas développées aujourd'hui parce qu'on a des lobbies, notamment au niveau des taxes, hein, l'essence et autres. On connaît ça dans le logement. Il y a eu des lobbyistes concernant le béton, voilà, Lafarge et autres, qui voyaient très mal l'arrivée du bois, du béton de chanvre, enfin, j'en passe et des meilleurs. Euh, donc on a des lobbyistes. Et si les lobbyistes ne sont plus là, ben, on va pouvoir partir et ouvrir le spectre en fait, d'autres énergies. La voiture à eau, ça existe, hein, ça existe. Alors, Pourquoi pas revenir aux fondamentaux? alors, comment s'organiserait la production et l'accès des biens comme des vêtements, des meubles, des appareils électroniques? Les gens auraient la possibilité de prendre ce qu'ils veulent. Comment réguler l'accès aux biens dans une société sans argent? Alors, tous les logements sont équipés. Déjà, d'entrée, tous les logements sont équipés. Et il y a toujours une obsolescence sur les produits. On n'interdit pas de changer, hein. Mais tous les logements sont équipés avec la télé, enfin, la cuisine équipée, tout, enfin, tout est équipé. Vous rentrez, vous n'avez rien à prendre. Après, s'il y a des choses à changer, on les change, aucun souci, mais c'est réglementé. C'est-à-dire qu'on ne peut pas changer tous les ans, on peut pas. Dans mon esprit, à moi, c'est une télé, c'est 5 ans. Voilà. Donc, si on doit la changer, on prévient et on vient vous la changer. Ce n'est pas vous qui allez en magasin, voilà. On vient vous la changer. Vous dites, voilà, je veux telle télé, hein. On vient vous la changer. Ça crée une personne qui contribue à votre bien-être, encore une fois. Vous ne vous déplacez pas, on évite les transports. Oui, c'est vraiment le service, développer le service à outrance. C'est-à-dire qu'on vivrait en quelque sorte dans des meublés. On peut voir les choses comme ça. Comme on Entièrement fait équipés. aujourd'hui. Voilà, sauf que les meublés d'aujourd'hui, c'est je mets 3 fourchettes et 2 couteaux et une petite table et 3 chaises. La notion de meublé serait voilà, dans dans un terme beaucoup plus élogieux quand même, hein. Voilà. Comment s'organiserait l'accès aux biens de luxe, par exemple comme du champagne ou des bijoux en or ou des bijoux en émeraude, ou l'accès aux biens de luxe, aux besoins dits secondaires dans une société sans argent? Est-ce qu'on en a besoin? Est-ce qu'on en a besoin dans une société sans argent? On parle de luxe quand on met une échelle de valeur à un bien. Voilà. Ce bien n'est pas luxueux, ce bien est luxueux. Est-ce que j'ai besoin d'avoir une grosse chaîne en or? Je ne sais pas, hein, je pose la question. Est-ce que j'ai besoin d'avoir une superbe montre? Euh, je ne vais pas citer des marques, mais on a des grands horlogers suisses qui nous font des magnifiques montres. Ça monte jusqu'à 100 000, 700, 1 million la montre. On va où, quoi? À quoi ça sert? Le luxe, à quoi ça sert? En revanche, se faire plaisir, il faut toujours qu'il y ait un plaisir. Donc, je veux une montre un petit peu plus sympa. Eh ben, je vais aller chercher la montre qui existe un peu plus sympa, mais dès la production, il n'y aura plus ces objets luxueux.
Il n'y en a plus besoin, on n'en a plus besoin. Je crois qu'il faut être, enfin moi c'est mon état d'esprit, hein. Il faut déjà se satisfaire de ce qu'on a et de ce qu'on vous offre. Vous voyez, donc j'arrive dans un meublé, il y a déjà tout, c'est merveilleux. Enfin, c'est un peu comme dans un hôtel. Ah, c'est merveilleux, c'est magnifique. On en profite, on en jouit. Et puis voilà, enfin, mais il n'y a pas cette notion de je veux plus que toi, je veux plus. Donc pour moi, le luxe, il n'existe, enfin le luxe, ça n'existe pas, hein. Ça n'existe pas. Alors, comment s'organisent les loisirs et les vacances dans cette société sans argent? Alors, les vacances, comme j'ai dit tout à l'heure, il y aura une partie un peu dystopique, hein, de la vie. Donc, on pourra s'évader et arrêter de contribuer comme on le fait aujourd'hui. Et puis, on aura nos 15 jours ou nos 3 semaines. Mais à condition qu'on ait envie de les prendre. On a envie de prendre des vacances, pourquoi? Pour souffler, parce qu'on n'en peut plus, parce que... Et je comprends, hein, il y a des personnes qui bossent, je ne vais pas très loin, mon épouse, elle part à 6h30 du matin, elle bosse à la Défense, elle rentre, il est 20h, elle apprécie ses vacances, vraiment elle apprécie. Mais à partir du moment où l'organisation du travail fait en sorte qu'elle ne va plus à la Défense, mais elle va à 2 km ou à 5 km de la maison, qu'elle fait un boulot intéressant, est-ce qu'on a besoin de prendre 2 mois de vacances? Non, tu as besoin de prendre une semaine, voilà, une semaine pour aller échanger, pour aller voir la famille, pour aller dans des endroits qu'on a envie de découvrir. Bon, voilà. Mais on n'interdit rien et on continue à avoir ce temps de liberté, hein. Vacances, c'est l'inverse de travail, en fait. Vacances, c'est l'inverse de travail. Donc, il faut trouver un terme, contribution, temps de liberté. Voilà, ça peut être un peu comme ça. Alors, les gens ont-ils la possibilité de ne pas travailler dans ces sociétés? Et qu'est-ce qui arrive aux gens qui ne veulent pas contribuer? Alors, là, on est dans l'utopie pleine. Enfin, les gens qui ne travaillent pas, ça n'existe pas. Qui ne contribuent pas, ça n'existe pas. Si tu ne contribues pas, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas droit à certaines choses. Donc, il faut contribuer. Aujourd'hui, les gens qui sont en perte d'emploi et qui ne retrouvent pas d'emploi, soit parce que on ne leur propose pas ce qu'ils ont envie de faire, soit parce qu'ils sont dans une période de leur vie où ça ne va pas, soit... Bon, on peut avoir un temps de doute, notamment quand il y aura la transition, il y aura un temps de doute et il va falloir adapter. Mais dans mon monde à moi, la contribution est obligatoire. Mais la contribution, elle est, encore une fois, c'est un changement de mentalité. Ça ne viendra pas à l'esprit, à la personne, de dire je ne contribue pas, parce que voilà, je contribue. Je contribue et je suis heureux de contribuer. Il n'y a pas la contrepartie. La contrepartie, c'est la personne pour qui j'ai produit quelque chose qui va être heureux de recevoir cette chose. Enfin, c'est un peu, c'est vraiment difficile à expliquer, mais nous, on est formaté pour avoir des diplômes, avoir un boulot, avoir de l'argent pour pouvoir payer, pour se loger, pour se nourrir. C'est lourd, hein, comme vie, hein. C'est assez lourd quand même, hein. D'ailleurs, les vacances, ça sert à ça. C'est-à-dire que l'argent, il est sur le compte ou pas. Bon, bref, pour ceux qui peuvent prendre des vacances, c'est-à-dire pas tout à fait un Français sur deux, je parle de la France. Ce moment de liberté, c'est un moment où on oublie tout. On pose la montre, enfin moi, je pose la montre, je pose le téléphone et je vis au rythme du soleil. Voilà, j'adore. Je me lève tôt le matin. Moi, tous les matins, je suis levé à 5h, 5h30, parce que le jour se lève. Et je me couche à minuit, une fois voilà, que je suis fatigué. Mais je profite au maximum et j'adore d'ailleurs le matin. J'adore le matin quand il n'y a personne dans les rues, le calme, les oiseaux. Enfin, je suis un peu un rêveur, moi, hein. Un doux rêveur. Alors maintenant, la grande question, comment concevez-vous la transition de notre société actuelle ultra-capitaliste à une société sans argent? Alors, comment vous imaginez ce possible? Si c'est possible, si c'est possible, je ne vais pas trop en parler parce que c'est le tome 2. L'évolution, c'est le tome 2. Mais euh, une grosse révolution, très très grosse révolution. Euh, Passage en force. Je donne quelques termes comme ça. Donc, grosse révolution, passage en force et adaptabilité. Voilà. Et
une décision consensuelle des 30 pays principaux et les autres suivent. Donc vraiment dur, très dur. Très dur parce il y a des frottements de la résistance. On n'en a pas parlé, mais aujourd'hui, on en parle tous les jours, hein. La drogue, c'est un fléau en France de plus en plus. Et les gens qui font énormément d'argent avec la drogue, dans mon monde, qu'est-ce qu'ils font? Il n'y aura plus cet argent, il n'y aura plus ce privilège de rouler en grosse voiture, grosse maison, les chaînes en or. Non, c'est fini ça. Euh, donc, frottement et dur, ça va être dur pour changement, déjà changer les mentalités, puis changer enfin, les rythmes de chacun, et puis de faire accepter. Il y aura un appel au peuple. Les 7 milliards vont dire oui ou non au monde gratuit. C'est dans mon tome 2. Ils vont dire oui ou non au monde gratuit. Et ce monde gratuit ne sera adopté que s'il y a 80% de oui. Il faut que la majorité de la population soit dans ce mode-là. Voilà. Ça m'embête d'en parler parce que c'est le tome 2, donc je ne voudrais pas trop dévoiler les... Donc, vous concevez possible le passage à une société sans argent au niveau mondial, ou alors vous pensez que ça pourrait être possible au niveau d'un pays, ou peut-être d'une île, en quelque sorte, qui servirait de modèle et qui se généralise par la suite? Si je reste dans mon roman et dans mon idée romanesque, ces mondes. Une économie sans argent ne vivra pas si c'est. Il n'est pas question de vivre comme les Amish ou dans un carcan avec des murs et puis on s'auto, un peu comme les féodaux, hein, on cultivait, on élevait et on mangeait ce qu'on a cultivé et ce qu'on a élevé. Bon, et on va chercher de l'eau au puits. C'est pas ça, c'est raisonnement mondial. Il faut que tout le monde adhère. Je vous remercie beaucoup, Pascal. J'organiserai dans le futur des tables rondes entre penseurs post-monétaires. Vous voudriez y participer? Avec un grand, grand, grand plaisir, Yann. Eh bien, c'est Je parfait. Ben, suis je vous dis à très présent, je bientôt. serai présent. Ouais, ben, je vous dis Merci à très beaucoup. bientôt, Pascal. Bonne Merci journée. Yann. Au revoir. Merci. Au revoir.